Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Iseult Turan, porte-parole, et j'ai avec moi pour cette émission Anne Troubi, notre présidente. Anne, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avant de démarrer cette émission, nous allons vous déjà remercier les donateurs Tipeee qui nous permettent de faire ces émissions dans un cadre apaisé et calme. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos publications sur le site lesantigones.fr ainsi que sur notre page Facebook Les Antigones et bien sûr de vous abonner pour pouvoir être informé de nos radios sur le YouTube. Et pour tous ceux qui se demandent comment ils pourraient nous aider, puisqu'on reçoit des messages régulièrement, tout simplement partager les publications Facebook, les émissions, les articles, les commenter et vous abonner à notre YouTube sont des réels soutiens dans la mesure où, évidemment, ça fait jouer les algorithmes en notre faveur. À quelques abonnés près, nous réussirons à être référencés par les moteurs de recherche de YouTube, ce qui serait une aide non négligeable pour notre visibilité. Donc allez-y, abonnez-vous. Alors, l'émission d'aujourd'hui concerne l'amour et c'est un sujet que nous avons eu l'occasion de traiter suite à une de nos contributions au magazine Crisis. Voilà, merci d'avoir accepté cette contribution et de nous avoir proposé ce grand sujet qui fait l'objet de ce dernier numéro de Crisis qui est l'amour. Alors on a choisi un axe spécial qui est la place de l'amour dans notre société et sa place en politique. Ça nous a permis notamment de pouvoir analyser sous un angle nouveau des thématiques que nous avions déjà vues précédemment comme le mariage homosexuel ou encore la PMA, la GPA. Donc nous sommes partis d'un premier constat qui était cette place qu'on donnait aujourd'hui à l'amour qui est désordonnée et qui conduit à un certain nombre de vices et de problématiques sur lesquelles nous allons revenir au cours de cette émission. Mais avant de démarrer, Anne, je propose que nous passions par des petites définitions comme celle de l'amour et celle du politique. Chez les Grecs, le monde naît quand Ouranos s'éliance vers Gaïa dans un grand élan d'amour qui est l'éros. De même, chez les Celtes, c'est la rencontre de la mer et de la terre qui donne naissance à la jument blanche Eiocha. Donc, dans l'ordre symbolique des choses, on voit bien que l'amour est fondateur déjà, et que l'amour est un élan, un mouvement, en fait, une union fertile de deux éléments qui sont distincts. Donc là, on retrouve exposé en actes, mis en scène dans des scénarios de manière dynamique, toutes les dualités fondamentales qui structuraient le monde dans la pensée de ces civilisations anciennes. Et donc, ces dualités fondamentales, on en a déjà parlé dans nos émissions sur la complémentarité. Il s'agit par exemple justement du masculin et du féminin, mais aussi du chaud et du froid, du sec et de l'humide, du sacré et du profane, etc., etc. Et donc, nous avions déjà dit, mais je vous renvoie à ces émissions pour creuser le sujet, que ces dualités fondamentales sont des couples dynamiques, voilà, qui se définissent l'un par rapport à l'autre dans une intrication complexe. Et donc, le premier pôle, en général, se rapporte, qui comprend le masculin, le froid, le sec, le sacré, voilà, se rapporte à la forme. L'autre pôle, le féminin, qui est souvent associé au chaud, à l'humide, au profane, se rapporte à la matière. Et comment s'articulent ces couples? Ils sont unis par cette énergie primordiale que représente l'amour. Et en fait, cette union, elle est source de vie. Donc c'est pour ça que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la mort. C'est le fameux couple Eros et Thanatos. Qu'on retrouve chez les Grecs en philosophie classique. Exactement. En fait, la philosophie classique explique en fait de façon plus conceptuelle ces mythes. Et du coup, on va peut-être voir ce que c'est que le politique, parce que pour le coup, le politique n'est pas du tout situé sur le même plan, dans le même ordre, parce que le politique, s'il est premier, politique d'abord, lui concerne plutôt l'organisation de la vie en société. On n'est pas du tout sur le même plan, puisqu'on a cet amour élan fondateur qui structure, qui est premier, et le politique qui organise la vie. Donc d'un côté, on a l'élan fondamental et la vie, et de l'autre, on a cette organisation de la vie. Donc pour reformuler, je dirais que l'amour est de l'ordre de la vie elle-même, c'est un élan, voilà, c'est une énergie, c'est un mouvement. De ce point de vue-là, il nécessite forcément d'être canalisé, d'être en quelque sorte civilisé, en fait, et orienté, et notamment orienté par la raison et par la volonté.
C'est ce que fait le politique pour différentes formes d'élan, et notamment par exemple tout ce qu'on appelle l'instinct. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'on place le politique à cette place d'organisateur du bien commun et de la vie, et on ne place plus vraiment l'amour comme élan premier, comme fondement. Si on en revient aux enseignements que nous donne la philosophie classique sur l'amour, on constate que nous, on n'a qu'un seul mot à l'heure actuelle, on parle d'amour en français, mais les penseurs anciens, et les Grecs notamment, faisaient la différence entre différents types d'amour. Il y avait d'un côté l'éros, donc cet amour attirant, cette force, cette énergie sexuelle, mais pas seulement, hein. Cette force d'attraction, on va dire. Il y avait la philia, qui est cet amour filial, amical, qui donc a à cœur dans la famille, évidemment, dans les liens entre proches, les liens de sang, mais aussi entre concitoyens, par exemple. C'est l'amitié aristotélicienne. Et puis, il y a l'agapé, qui est l'amour spirituel, qui est l'amour du bien, du beau, du vrai, donc l'amour du philosophe pour la vérité, en quelque sorte. Et toutes ces dimensions de l'amour avaient normalement un ordre et une place qui étaient distincts dans les relations humaines et dans l'organisation sociale. C'était une sorte de puzzle dont il fallait mettre les pièces, chacune au bon endroit, pour que l'ordre du monde et donc l'ordre social, par voie de conséquence, soit respecté et que les choses fonctionnent. Donc le politique organise ces différentes formes d'amour en vue d'une sociabilité. En quelque sorte, le politique a vocation ici à donner sa place à chaque forme d'amour et à vérifier que chacune de ces formes d'amour soit mise en jeu entre les bonnes personnes au bon moment. Et aujourd'hui, on peut dire que ça n'est plus vraiment le cas. La distinction éros, philia, agapé, ce sont des choses qu'on n'entend plus. On n'a qu'un seul terme, et tu le disais, ce terme général d'amour, et on ne peut pas dire aujourd'hui que le politique organise quoi que ce soit en termes d'amour, parce qu'on a plutôt même, je dirais, l'impression en fait que c'est l'amour qui organise le politique. De fait, il y a je pense première difficulté à souligner, c'est d'abord qu'on a perdu cette capacité de nuance pour distinguer différentes formes d'amour. Pour nous, il n'y a plus que l'amour avec un grand A, donc qui est bien, qui est nécessairement bon. Et donc, il n'y a plus de raison d'essayer d'examiner l'amour, de décortiquer et de voir dans quel cadre il pourrait être bon ou mauvais. L'amour, en tant qu'élan de vie, est forcément bon. Or, il n'y a pas que les Grecs qui ont dit ça, il y a quand même après toute la pensée de l'époque classique qui a également fait des distinctions dans l'amour, qui n'étaient pas forcément les mêmes, qui sous-tendent la même nécessité de canaliser l'amour, qui sont le fait que l'amour est considéré comme une passion de l'âme, une sorte de pulsion instinctive, émotionnelle, qui est première à tout, qui n'est pas forcément bonne ou mauvaise en soi, mais qui peut être destructrice si elle étend son emprise sur l'âme de la personne, si elle se trompe d'objet, ou si elle est tellement débordante qu'elle défie les lois de la raison. Voilà. Donc, elle est destinée, cette force, on va dire, à être contenue par la raison et la volonté. Là, on voit une première étape quand même, qui est qu'on passe d'un ordre social et politique, avec l'éros, le philia et l'agapé, à quelque chose de beaucoup plus personnel, qui est une définition beaucoup plus morale, en fait. Cette définition morale, elle justifie encore l'importance de certaines institutions politiques pour canaliser et orienter la force de l'amour, mais on commence déjà un petit peu à passer du côté de la personne et du côté de la subjectivité humaine. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça s'est focalisé d'ailleurs dans le débat historique sur la question du mariage, tout le débat autour du mariage. Dans l'ordre social occidental, la famille, normalement, elle est constituée non pas seulement de l'union de l'homme et de la femme, mais plus précisément de leur union dans l'institution du mariage. Donc là, c'est un exemple parfait de la manière dont on peut se trouver concrètement intriqué amour et politique. Oui, c'est-à-dire que l'institution, elle est d'ordre de l'organisation sociale et de la cité. C'est pour ça qu'il y a des règles dans cette institution du mariage, qui est quand même une institution naturelle, qui a un fondement naturel, qui a vocation à ordonner les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contracter le mariage à n'importe quel âge, n'importe comment, avec n'importe quel sexe, etc. Donc on a bien là une organisation sociale et institutionnelle de cet élan premier, qui est l'amour-passion. L'amour n'a pas toujours été premier dans le mariage, et il y a quand même
un certain nombre de situations où le mariage était avant tout une organisation sociale, mais de fait, étant donné qu'il lie de destin et qu'il a pour but la procréation, il a nécessairement quelque chose à voir avec l'amour, même aux époques où c'est pas un penchant amoureux, je veux dire qu'il justifie, dans la mesure où c'est, en tout cas. dans la mesure où c'est l'éros qui va permettre la naissance des enfants, voilà, et dans la mesure où il y a forcément des liens affectifs qui se nouent entre les différentes personnes de la famille. On a l'impression que c'est très nouveau, ce monde sans frontières, avec la loi de l'amour qui veut que t'aimes ton voisin aussi bien qu'un gars que tu connais pas à Tombouctou ou à Bali. En fait, c'est les racines de ça, moi je les vois notamment dans la Révolution française et dans cette fameuse fraternité. Voilà, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, typiquement, c'est cet amour égalisateur sans hiérarchie aucune. Voilà. Il y a des très belles lignes de Badinter là-dessus, qui se félicite notamment de la mort du roi et du parricide, elle le dit elle-même, parce que, elle le dit, ça va permettre un meilleur amour, entre guillemets, je reformule, entre tous les hommes. Voilà, parce que du coup, ce sera un amour qui traversera tout, qui n'aura plus ces barrières du politique, et qui va permettre d'unir tous les hommes ensemble. Donc elle rêve de fraternité parfaite, universelle entre tous et tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce cas de Badinter parce que elle, ce qu'elle veut, c'est justement une indifférenciation de tout, en fait, de tout ordre social, et aussi notamment, c'est son obsession, elle est féministe, une indifférenciation des sexes. Et l'amour doit permettre ça, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, une des premières institutions qui va subir en fait les attaques de cette superbe fraternité révolutionnaire, de cet amour égalisateur, ça va être justement le mariage. Avec ce plaidoyer qu'avait fait Olympe de Gouges en faveur de la reconnaissance des bâtards. Oui, alors ça c'est un cas un peu compliqué, mais c'est vrai que Olympe de Gouges, son seul acte militant et féministe, outre le fait qu'elle soit comédienne, a été d'écrire une lettre à la reine pour demander la reconnaissance des bâtards de France. Et c'est assez touchant comme elle présente les choses, c'est-à-dire qu'elle dit ah oui, c'est terrible, tous ces hommes qui vont voir ailleurs et qui laissent des pauvres femmes avec des enfants qui n'ont pas de dot ou d'héritage. Et donc, en fait, la meilleure solution pour ces femmes violées, abusées, maltraitées, ou qui, en tout cas, ont été déçues en amour, qui se retrouvent sans le sou, c'est de légitimer les bâtards. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit dans sa démarche, qui a l'air tout à fait humaine, finalement, et pleine d'amour, qu'elle oublie, ça va être, en fait, l'autre côté, c'est-à-dire la femme mariée, qui a fait ce choix de l'institution, qui est censée être protégée par cette institution, qui subit cet homme volage qui élève ses enfants malgré ce contexte et à qui on dit non seulement vous avez contracté un mariage, vous en avez subi des conséquences, mais en plus vous allez être dépossédé de la filiation en fait parce que votre mari a fauté et donc on va partager les biens, on va légitimer les bâtards. Olympe de Gouges ne prend pas le mal à la racine, elle n'interroge pas ces hommes volages, elle ne cherche pas la condamnation de ces hommes volages. Elle cherche seulement la reconnaissance des bâtards sans prendre en considération ni les enfants légitimes, ni la femme qui subit cet homme depuis des années et qui en plus a contracté mariage avec lui. Et c'est profondément, là pour le coup, injuste et c'est facteur de désordre. Ce qu'il faut souligner, c'est que là, on entre dans un cercle vicieux. Cet amour qui justifie qu'il n'y ait plus de distinction entre qui que ce soit et que tout le monde ait le même droit, cet amour-là permet de faire passer des lois comme celle du mariage homosexuel ou la PMA pour toutes, et permet aussi de mettre sur le même plan des choses qui ne sont pas sur le même plan, et donc, sauf que ces lois-là ont elles-mêmes des conséquences anthropologiques. C'est-à-dire que ces lois-là reviennent à nier la complémentarité des sexes en tant qu'elle est une condition sine qua non du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, avec ces lois-là, on refuse à la famille sa place de cellule fondatrice de la société. C'est-à-dire que si on peut se faire faire un enfant tout seul par PMA, c'est très différent en fait que de tomber enceinte hors mariage et d'avoir un enfant. C'est pas le terme d'un long parcours et c'est pas toute la société qui collabore à un accident. Alors que dans le cadre de la PMA, on met en route, notamment pour les femmes seules, c'est de ce cas-là dont je parle. On met toute une équipe en place et par ailleurs on finance avec fonds publics quand c'est remboursé par la Sécu, quand on espère ça, le fait
de nier, voilà, cet ordre social pourtant fondamental. Et soyons clairs, quand on dénie à la famille sa place de cellule fondatrice de la société, c'est un choix de civilisation qui amène nécessairement à la mort du politique. Je reviens sur ce que tu évoquais à très juste titre, qui était effectivement cette question d'une société qui collabore à ces femmes seules qui font avoir des enfants. D'une certaine manière, c'est la même chose qui est en jeu avec le divorce. Ou encore avec la reconnaissance des bâtards, c'est-à-dire que la base du politique, c'est la cellule familiale. De cette cellule familiale va naître en fait l'ensemble de la société, et pour qu'elle existe, on doit avoir un homme, une femme et une génération. Et à partir du moment où on se retrouve avec non plus un homme, une femme, mais avec 2 hommes, 2 femmes, avec potentiellement oui ou non de la génération, ou une absence de génération, etc., on se retrouve tout simplement avec une absence de cellule familiale. Et même dans le cadre, par exemple, de la reconnaissance des bâtards, on se retrouve en réalité avec un homme, une femme et une autre femme et d'autres enfants. On n'est plus dans un cadre avec une cellule familiale première, mais en fait avec une sexualité et une génération qui est première, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on crée de toute pièce une sorte d'état de nature dévoyé, sachant que l'état de nature, en fait, est une fiction qui n'a jamais existé. C'est ça qui est assez fascinant là-dessus, c'est qu'en fait, on crée le désordre, puisque l'état de nature est une fiction totalement inopérante. Quand bien même on voudrait ça, parce qu'on se dirait, c'est l'argument de certains opposants justement au mariage, et au mariage tout seul, hein, en tant que... Je parle pas du mariage homo spécialement, mais au mariage en tant qu'institution, c'est l'argument d'un certain nombre d'opposants à la génération dans le cadre du mariage, c'est de dire tout ça, ce ne sont que des contingences imposées par le politique, mais l'homme vivait heureux seulement quand il était dans un état de nature parfait. Hein, c'est très Rousseau et tous ses partisans. Mais c'est faux. L'homme est un animal social, c'est-à-dire que l'homme ne vit pas en dehors du politique. Donc ce qu'on fait quand on se passe de ce politique, quand on le détruit, c'est que ce n'est pas le retour à une sorte d'état de nature idéal où chacun batifole avec chacun, les enfants naissent et courent nus dans les champs et tout le monde est heureux, c'est le désordre et le chaos organisé, en fait, qui intervient. La violence, l'injustice et tout ce qui sont... Par ailleurs, quand on abolit des choses comme l'institution du mariage, on en arrive aussi à une liberté sexuelle qui mène très rapidement à une consommation sexuelle. C'est-à-dire que la logique, c'est que comme on est libre de butiner partout et que cet amour doit se faire sans entrave, on se retrouve avec des situations comme par exemple les grands concerts qui ont suivi mai 68 avec des femmes qui témoignent 20 ans après qu'en fait ce n'était pas possible de dire non, en fait. Et puis on se retrouve aussi avec des cas d'avortement. Exactement, oui, de fait. Qui sont là aussi reconnus officiellement comme une violence faite aux femmes, parce que subir un avortement, c'est quand même... pas un acte agréable, hein, ne prévoit pas dans son parcours de vie d'aller faire un avortement. Donc ça fait partie de ces violences consécutives. Et il y avait quelque chose qui était un peu filigrane de ce que tu disais, mais pour donner peut-être un plus large aspect à nos propos, tu parlais de ces minorités de manière générale, et en fait c'est vrai que on voit, au-delà effectivement de cette destruction de la famille, c'est que cet amour fraternel dont tu parlais en parlant de Badinter, on le voit beaucoup aujourd'hui autour de la question de l'immigration, des migrants, des dons de papier ou ce genre de choses, ou même de la manière dont l'humanitaire aujourd'hui est vécu et fait. Et on voit là qu'on n'est pas que dans la question de la famille, on a aussi un rapport désordonné avec l'homme loin et l'homme près. Et aujourd'hui, avec la question des ouvertures de frontières au nom de l'amour, on se retrouve non pas avec un agapé, mais avec en fait une dilution totale de cet amour, et donc en fait un manque de charité permanente. C'est quasiment l'éros qui prend la place de l'agapé en fait dans ce cadre-là. C'est que là, si on développe, il y a quand même une confusion totale sur une certaine forme d'amour qui est effectivement l'agapé, qui est l'agapé des anciens et qui est, on va dire, la charité chrétienne, hein, et qui est devenue cette sorte d'humanisme moderne qui confond tout avec tout. C'est-à-dire que l'agapé concernait le beau, le bon, le vrai, en fait. En fait, c'est l'amour de l'autre, mais pour l'amour de Dieu, en fait.
On ne fait pas du bien pour l'autre, on fait du bien pour l'autre pour faire du bien à Dieu. Et par ailleurs, la charité implique un certain nombre de devoirs et un ordre. La charité procède par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'on a d'abord un devoir de charité envers ses proches, avant d'avoir un devoir de charité envers ses lointains. Et il y a d'ailleurs un pape qui avait dit la politique est la première des charités. La politique établit des frontières, pour commencer. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, dans cette conception ancienne, on ne peut pas être charitable, on ne peut pas aimer sans un certain nombre de barrières, de limites et de règles. À l'heure actuelle, l'humanisme moderne, qui a en fait repris ce concept de charité, mais qui en a un petit peu évacué Dieu, et évacué surtout toute forme de transcendance, eh bien, c'est l'amour de l'autre parce qu'il est autre. Et sauf que ça, du coup, ça devient totalement vicieux, parce que dans ce cas, quelle est la meilleure forme de l'amour de l'autre? C'est l'amour de l'autre le plus autre possible. C'est-à-dire qu'un autre qui nous ressemble, eh ben, c'est beaucoup plus facile de l'aimer, c'est beaucoup plus spontané. Donc ça va être un amour de moindre qualité que l'amour de quelqu'un qui est loin, qu'on ne connaît pas, etc. Et du coup, il n'y a plus de raison d'être à la cité, en fait, dans le cadre de cet amour-là. Pour résumer en quelques mots, en fait, le tableau qu'on a brossé, en fait, sous couvert de laisser sa place à l'amour, à cet élan magnifique, nous avons permis qu'il devienne la force destructrice, en quelque sorte, qui menaçait de devenir sans l'intervention civilisatrice du politique. Alors, pour en arriver finalement au tableau qu'on vient de dresser, ce tableau du chaos, ça n'a été possible finalement que parce qu'on a eu une autre erreur philosophique de la pensée occidentale qui a traversé un peu notre histoire, c'est cette erreur du dualisme. Alors cette question du dualisme, notamment cette question du dualisme entre le corps et l'esprit, c'est quelque chose qu'on avait travaillé dans d'autres textes, comme par exemple le texte sur l'écologie vers lequel on vous renvoie. Sur la question de l'amour, tu nommes cette erreur philosophique dualiste comme étant la tentation cathare en t'appuyant sur les écrits notamment de Denis de Rougemont. Et pour faire simple et bref, l'idée c'est que le chaos dans l'amour n'a été possible que parce que finalement on a coupé le corps et l'esprit comme les cathares ont pu le faire en fait. De fait, c'est effectivement, là, moi je l'avais replacé dans une perspective historique. Mais grosso modo, la personne humaine est unifiée. Il y a de très belles pages, notamment de François Chaigne, dans son ouvrage De l'âme, sur la question donc de l'âme évidemment, mais surtout de l'unité de l'âme et du corps. Et lui, ce qu'il dit, c'est mais en fait, pour exister, un esprit, une âme doivent bien être incarnés, sinon ils n'existent pas. Et par ailleurs, pour être animé, un corps a besoin d'une âme et d'un esprit. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, tout ça est insécable. Mais il y a, et de plus en plus, et c'est quand même la pensée dominante aujourd'hui, des gens qui les distinguent de manière radicale. C'est d'ailleurs la même dynamique qu'on retrouve dans le débat nature-culture et dans les débats entre sexe et genre. C'est le fait de se dire, personne ne nie l'existence du fait qu'on a un corps, personne ne nie le fait qu'on a un sexe biologique, personne ne nie le fait qu'il y ait la nature et qu'elle ait des lois de fonctionnement. La question, c'est est-ce que ça a un sens et est-ce qu'on est en droit de s'en extraire ou pas? Quand on est partisan d'une forme de dualisme, quel que soit le sujet sur lequel on s'attarde, que ce soit corps, esprit ou sexe et genre, on sépare les deux. Il n'y a plus que l'un qui existe et qui vaut et qui est de la valeur. Nous, ce qui nous occupe, c'est ce dualisme entre corps et esprit, qui est en fait assez fondateur. On peut penser encore dans cette séparation corps et esprit, les mouvements child-free ou même le véganisme en fait. Et c'est des choses qui sont très modernes, qui n'existaient pas il y a 50 ans, et qui en réalité sont des gens qui vont séparer le corps et l'esprit. Et ça va avoir des conséquences... parce qu'on va avoir une nature incomprise et on va mettre l'amour dans le politique à une place qui n'est pas la sienne. Mais ce qui est fascinant, c'est que Guy Sastre, elle milite pour l'utérus artificiel. C'est quand même l'exemple parfait d'un mépris total du corps qui serait non signifiant, qui n'aurait absolument aucune fonction dans la croissance d'un bébé dans le ventre de sa mère. Ce serait nécessairement une libération et donc une victoire pour les femmes. C'est un dualisme parfait, ça. Un dualisme absolument parfait. Et là-dessus, ce qui est intéressant de noter, c'est que toutes les pensées dominantes desquelles on hérite à l'heure actuelle et dans tous les domaines font ce choix
d'un dualisme très fort et d'un dualisme qui favorise l'esprit. C'est-à-dire que le féminisme, justement, on parle de ces Sastre, le féminisme, notamment le féminisme français, hérite de l'existentialisme, donc de Sartre et Beauvoir. Donc ça a valu quand même à Simone de Beauvoir de taxer la maternité d'asservissement à l'espèce. Mais là, c'est pareil, mais quel mépris du corps, quoi. Et c'est-à-dire que dans ce cas, pour être une femme libérée, ça signifie qu'il faut impérativement se libérer des contraintes que t'impose ton corps. Par ailleurs, donc, notre pensée politique elle-même aussi hérite de ce dualisme. Puisque nous, maintenant, on base notre conception de la société sur les théories du contrat. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est dans le cas de ce dualisme, ça suppose que l'homme est, à l'état de nature, un être strictement autonome et rationnel, qui est dénué de tout ce qui est corporel, c'est-à-dire dénué de tous les instincts. Bon, on n'en parle pas forcément du boire, du manger, etc., mais dénué, le charnel, le corps, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est un être humain qui est dénué de tout attachement humain. Il n'est ni père, ni frère, ni sœur, ni mari, ni femme, ni enfant. On s'en fiche. Et là, ce sont des relations d'amour que tu évoques, en fait. Oui, en plus. En l'état. C'est-à-dire que ce dualisme, en fait, en réalité, en séparant le corps et l'esprit, nie cet élan fondateur qu'est l'amour. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une destruction du politique, dans un premier temps, et ça paraît assez évident de le dire, mais c'est encore plus grave que ça, dans le sens où ça nie même cet élan fondateur de l'amour, cet éros primordial, hein. Ça n'est que Thanatos. Pourquoi ? Parce que en niant le corps, en coupant l'esprit et le corps, on se retrouve avec l'impossibilité physique de faire des enfants. Mais c'est absolument fascinant, parce que du coup, c'est-à-dire que là, dans cet exemple de l'état de nature, on se rend compte à quel point le corps a des implications politiques, puisqu'en fait, là, c'est ce que tu dis, c'est voilà, on nie la famille, on nie tout attachement, on nie tout ce qui, justement, relie l'amour et le politique, c'est ça qui est fascinant. Mais ça veut dire aussi, dans cet état de nature, qu'on dénie à l'homme tout attachement géographique. Et là, on en revient à cette question qu'on a déjà évoquée dans la première partie de cette émission sur l'amour. Eh bien, l'attachement géographique d'une personne n'a plus aucun sens. Et l'amour d'une personne pour justement cet ancrage géographique n'a plus aucun sens non plus du coup. Donc ça justifie, pour revenir à cette question qu'on a déjà un peu évoquée, ça justifie le fait d'aimer mieux quelqu'un qui vit sur un autre continent que son voisin, puisque ça n'a plus de sens d'aimer mieux son voisin. Et on a aussi un autre courant de pensée quand même extrêmement important à l'heure actuelle, qui est le capitalisme, qui est à l'heure actuelle autant un choix politique et autant une pensée philosophique qu'un modèle économique. Le capitalisme, il ne dit pas autre chose quand il explique que pour parvenir à la paix et la prospérité universelle, il faudrait que nous soyons mus seulement par notre intérêt égoïste bien compris. Ça veut dire quoi ? L'intérêt, ça relève du rationnel. Nos attachements charnels ici deviennent littéralement un obstacle au bonheur. Il faudrait qu'on puisse, par un calcul d'intérêt, en fait, prendre toutes nos décisions par un calcul d'intérêt. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun courant de pensée qui a un véritable écho, je veux dire. Ça ne signifie pas qu'ils n'existent pas, tout de même. On est là à vous parler aujourd'hui. Il y a très peu de courants de pensée qui est réellement vent en poupe, qui soient susceptibles de s'opposer à ce dualisme corps-esprit, en fait. Le pendant inverse, qui est quand même plutôt minoritaire aujourd'hui, quand même, c'est ces courants de pensée beaucoup plus naturalisants, mais ils relèvent en fait de la même logique. C'est tous les courants de pensée qui vont pathologiser tous les comportements, qui s'écarteraient de ce que prescrit la sacro-sainte nature, comme étant des signes de maladie mentale. Ça, on va le retrouver par exemple dans certains féminismes américains qui exaltent l'attachement maternel. On n'est pas dans le cadre effectivement Peggy Sastre, puisqu'elle prend l'utérus artificiel, etc. Mais on est plutôt dans le versant vraiment biologisant de l'affaire, où là on va avoir l'animalisation de l'homme, qui n'est que finalement un animal. J'ai un exemple concret là, tu vois, j'ai des fameux viols de Cologne. C'était donc le soir du Nouvel An 2016, il me semble, où il y avait en Allemagne, dans plusieurs gares d'Allemagne, mais notamment à Cologne, il y avait eu des agressions massives par des immigrés de femmes allemandes. Et avec dépôt de plainte, il y en a eu finalement des milliers dans le mois qui ont suivi. Il y a quand même eu des auteurs pour parler, pour mettre en avant le concept de misère sexuelle, pour mettre en garde l'Occident contre les problèmes de l'immigration massive, pour dire attention parce que ces migrants viennent de pays où la pulsion sexuelle n'est pas traitée de la même manière qu'en Occident. Mais là, c'est pareil, en fait, on est dans le cadre d'une naturalisation de la pulsion sexuelle pour opposer cette fois l'Occident et l'Orient, en fait.
Ah, mais en fait, pour faire ça, sans rentrer dans cette dynamique, puisque c'est vrai que l'exemple de Cologne l'illustre très bien, mais pour revenir de manière plus générale à tous ces biologisants, c'est qu'en réalité, Aristote disait l'homme est un animal social et politique. Ils ont retiré le politique parce que c'était trop de contraintes et que c'était le culturel affreux. Ils ont retiré le social parce que ça aussi, c'est trop contraignant. Il reste plus que l'homme est un animal. Et donc effectivement, tout ce qui est dans la nature est, dans la nature entendue comme les herbes, les pingouins et le reste, c'est une chose bonne. Le fait que les pingouins aient des pulsions homosexuelles, c'est que l'homosexualité est naturelle. Le fait que tous les animaux aient un instinct de survie, l'être humain, à chaque fois qu'il fait preuve d'autodéfense ou même de violence, est en réalité dans une logique de survie et parce qu'il y a une forme de l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est normal et c'est comme ça. Et oui, les hommes qui viennent de loin dans des bateaux, qui ont eu des situations compliquées, ils ont des pulsions sexuelles qu'ils devraient satisfaire et il faut qu'ils puissent le faire. Oui, les handicapés sont des personnes qui doivent satisfaire leurs désirs sexuels aussi et on doit s'arranger pour qu'ils puissent le faire avec des êtres humains, etc., etc. Et en fait, c'est toute cette mouvance animalière de l'homme, mais qui remonte très loin, qui remonte en fait au darwinisme. Les tenants des théories darwinistes, qui sont des théories certes scientifiques, qui s'appuient sur les questions d'évolution de la nature, elles ont aussi des conséquences anthropologiques et sociales, qui est qu'aujourd'hui on considère l'homme comme un animal comme les autres, et que donc on va pas engueuler son chien parce qu'il est en train de violer la chienne de la voisine. Et ben en fait c'est pareil avec son voisin. Voilà, on va expliquer que bon, c'est une pulsion, elle va essayer de faire en sorte... il reste quand même un minimum d'organisation sociale, que malgré tout, il puisse assouvir sa pulsion de telle manière à ce qu'il n'y ait pas viol d'un point de vue strictement légal. C'est là où on se retrouve à justifier la pornographie et la prostitution, notamment. C'est-à-dire que ces courants de pensée plus naturalisants finissent en réduisant, on en revient à notre sujet de l'amour, en réduisant l'amour à une simple pulsion, qui n'est même plus l'éros, qui est vraiment de la biologie, de la tuyauterie finalement. Cette vision-là de l'homme réduit à un simple corps justifie l'exploitation de l'homme par l'homme, au titre de l'assouvissement en fait, de ses besoins, tout simplement. Et ça, c'est tout aussi délétère que la vision précédente, où du coup l'être humain ne serait plus que pur esprit. Dans les deux cas, on est sur une vision erronée de l'homme. On a mis le politique au service de l'amour. La difficulté, c'est que du coup, en fait, c'est open bar pour toutes ces dérives, en fait, dans la vision de l'amour, puisque de toute façon, le politique n'est plus là que pour servir l'amour. Donc, en ce moment, le courant de pensée dominant, c'est plutôt cette tendance à valoriser l'esprit au détriment du corps, donc avec toutes les conséquences qu'on a citées, avec mariage homosexuel, PMA pour toutes et compagnie. Mais le pouvoir serait au biologisant, on aurait des conséquences graves, et on le voit de manière un peu plus sous-jacente par-ci par-là, dans des argumentaires médiatiques, etc. etc. C'est quand même quelque chose des arguments qui se font entendre, même si ce n'est pas les arguments dominants. Effectivement, on entend aussi bien tout et son contraire, c'est-à-dire à la fois l'amour désincarné, puriste qu'on va retrouver, et mythique. Pour satisfaire ses besoins, la prostitution, la pornographie, comme on va retrouver ce mariage d'amour pur et délicat, fin comme une fleur, qu'on rompra parce que la pulsion d'amour du démarrage n'y est plus. Et tout ça cohabite dans un espèce d'énorme chaos parce qu'on est une société de l'amour, en fait. Complètement. Et parce qu'on a totalement subordonné une politique à tout ça, on a quasiment oublié, et voire dissolu le politique dans tout ça. Il s'agit donc de remettre l'amour et le politique à leur juste place et de correctement les articuler. Nous, la conclusion de cette réflexion qu'on vous a livrée sur l'amour et de tous les détours et toutes les parenthèses auxquelles ça nous a amenés, c'est que ce n'est pas de plus d'amour dont nous avons besoin, mais d'un meilleur amour. Et pour qu'en fait il y ait ce meilleur amour, il y a quand même des conditions, et je pense que tu l'évoquais à l'instant. Il y a effectivement le fait de renouer le corps et l'esprit, c'est une première chose, ça c'est indéniable. Je pense qu'on peut mettre aussi comme deuxième condition le fait de ne pas mettre le même terme pour tout nommer, c'est-à-dire que un père aime son fils, il aime sa femme, c'est pas le même amour, et il aime son voisin, c'est pas le même amour. Et refaire des distinctions, voilà, tout simplement. Donc là, c'est le deuxième point, c'est refaire des distinctions. Et le troisième point qui me paraît aussi essentiel, c'est hiérarchiser ces distinctions
au nom du politique. C'est-à-dire remettre le politique d'abord pour ordonner cet élan fondamental de vie. Le problème de la politique, du politique et de l'amour à l'heure actuelle, qui est aussi en fait le fait de juger l'amour d'un point de vue, de faire d'un jugement, d'une loi politique un jugement moral. C'est-à-dire que le politique se doit non pas de ne pas faire de hiérarchie, c'est très différent. En fait, le fait de ne pas apporter de jugement moral et le fait de ne pas faire de hiérarchie. Le politique doit faire des hiérarchies sans pour autant aller lapider les gens gratuitement, entre guillemets. Voilà. Et par contre, la hiérarchie que fait le politique, il est en fonction de sa propre survie, de ses propres logiques. Des lois naturelles, en fait. Des lois naturelles et puis de la recherche, évidemment, du bien commun. C'est-à-dire quel est le cadre le meilleur pour chacun pour combattre ses vices et développer ses vertus, pour parler de manière très siècle classique, quoi. Mais pour donner le meilleur de soi-même, d'une manière plus concrète, en fait. En fait, cette liberté que doit garantir le politique, elle est absolument fondamentale dans le cadre de cette question de l'amour. Parce qu'en fait, un amour forcé n'est pas l'amour, mais sa caricature. Il faut la liberté pour garantir l'amour. Et ça, c'est essentiel. Ça, on a déjà parlé de la question de l'Église catholique et du mariage, mais c'était une grande force de la vision catholique du mariage. C'était de mettre la liberté comme pilier du mariage. Et notamment la liberté dans l'amour. Et je pense à un autre type d'amour. Je pense à un texte absolument génial de Bernanos, c'est La France contre les robots. Et dedans, il y a un magnifique dialogue entre la patrie et l'État, dans lequel la patrie se plaint de l'État, auprès de l'État du fait qu'il a mis le service militaire obligatoire, qu'il a mis la conscription. Et la patrie, son argument, c'est de dire, mais on ne peut pas forcer qui que ce soit à m'aimer. On ne peut pas forcer l'amour de la patrie, sinon ce n'est plus de l'amour, en fait. Sinon, on ne m'aime plus. Si les gens ne se lèvent pas par amour pour moi, pour me défendre, je ne vaux pas la peine d'être défendue. Voilà. Et ça, c'est ce texte-là est une magnifique ode à l'amour et à la liberté dans l'amour. Et on peut en tirer un certain nombre de lois, pour un certain nombre de directions, pour bien ordonner, justement, pour bien organiser cette articulation entre l'amour et le politique. C'est vrai que le texte de Bernanos, c'est vraiment magnifique sur cette question de la liberté. Et Bernanos est un auteur vraiment attaché aux libertés. Et on oublie trop souvent que c'est pas parce qu'il y a hiérarchie qu'il y a privation de liberté. Et ça, c'est ce que tu disais autour de la question de l'autorité paternelle. C'est pas parce qu'il y a contrainte qu'il n'y a pas d'amour, et c'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'il n'y a pas de contrainte. Et ça, c'est très moderne finalement. On retrouve encore cet amour premier moderne. Et je trouve que terminer sur cette magnifique liberté de l'amour par Bernanos nous rappelle à quel point, en fait, quand on est défenseur des libertés, défenseur du politique, et donc on est aussi en fait défenseur d'un amour juste et vrai. Et que tout cela, ça nécessite une hiérarchie, un ordre pour éviter les injustices, la violence et le chaos. Donc on va conclure cette émission parce que voilà, l'heure tourne et que vous pouvez surtout retrouver notre article complet et dans le détail dans le dernier numéro de Crisis, écrit par donc Anne Trouby, que évidemment je vous invite à lire, relire et à noter parce qu'il est intéressant et il est vraiment au cœur de nos réflexions sur beaucoup de thématiques, et c'était un sujet transversal qui nous a permis de raccrocher beaucoup de sujets sous un angle neuf que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Et tous les textes auxquels on avait référence et toutes les émissions auxquelles on avait référence, vous pouvez les retrouver sur notre site et sur notre chaîne YouTube à laquelle on vous invite à vous abonner évidemment. Et je vous présente donc une dernière fois les invités de ce soir. Anne Trouby, présidente des Antigones, et sa chère et tendre petite louloute qui nous a fait l'honneur de sa présence. Donc voilà, c'était une émission des Antigones. Et moi, je suis Iseult Turan, porte-parole. Bonne soirée à vous tous.